Faire preuve d'humilité, d'authenticité, d'accepter sa propre vulnérabilité, c'est aller au-delà de toutes nos limites, à tous. Donc je demande à Martine Bengener, qui a intitulé son intervention « Aux limites des capacités », de venir nous dire comment on dépasse toutes nos limites. Bien, écoutez, merci de m'avoir invité. Alors, je souligne juste que le titre vient d'Emmanuel et je n'ai pas osé ou voulu le changer, mais j'ai essayé de m'y... C'était prudent. Voilà. Non, mais j'ai essayé de m'y conformer et finalement, c'est un exercice intellectuel intéressant, donc je t'en remercie. Voilà. Alors, je vais quand même juste lui rajouter un petit sous-titre, peut-être. Effectivement, aux limites des capacités, ce que je voudrais effectivement montrer, puisque pour moi, le mot limite, je l'ai entendu, qu'est-ce qui vient après, si on va au bout des capacités? Plusieurs fois, on a entendu aujourd'hui quand même qu'on était dans une maladie évolutive, mais évolutive plutôt vers le négatif, et on le sait que donc les capacités sont plutôt envisagées, on en a eu plusieurs phrases ou témoignages tout à l'heure, comme devant se réduire. Et finalement, si on vient aux limites de ces capacités, qu'est-ce qui doit y être ajouté? Qu'est-ce qui peut permettre de dépasser finalement ces capacités qui, dans cette maladie, sont ressenties comme devant finalement décroître, qui peut permettre au contraire de réouvrir la perspective, de la prendre complètement à l'envers pour finalement qu'est-ce qui est capable de se réaugmenter dans cette maladie. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle de plus en plus souvent avec un néologisme qui n'est pas très joli, qui s'appelle les capabilités, mot qui vient effectivement de l'anglais et qu'un certain nombre de chercheurs français refuse de transformer en tout cas en capacité parce que justement on est vraiment au-delà, on est à côté, on veut les dépasser et j'irai un peu plus loin dans cette logique de retourner les perspectives en évoquant les notions de capacité par faveur pour permettre finalement à ces malades, le plus longtemps possible, de préserver leur liberté de choisir leur vie et de préserver ce qui était important pour elles, à l'aide justement, et le mot faveur appuie là-dessus, de la volonté similaire et symétrique finalement de leurs accompagnants et de leurs proches. Donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour expliquer ce que sont les capacités, ce n'est pas l'objet ici, je vais simplement essayer de vous sortir quelques mots-clés et j'ai fait le choix aussi d'extraire d'un travail que nous avons fait avec Catherine Le Gallès et tout un groupe de plus jeunes chercheurs dans le laboratoire dans lequel je travaille, le CERMES 3, en prenant justement des extraits d'entretiens de familles, d'accompagnants, de proches des malades qui essayent de mettre en œuvre finalement ces capacités par faveur, même si, soyons bien clairs, ces personnes n'avaient pas la notion. En fait, elles le font spontanément parce qu'elles estimaient que c'était important pour préserver des libertés de choix de vie et préserver ce qui était important pour les personnes qu'elles accompagnent. Donc je l'ai dit, il s'agit d'aller au-delà, d'apprécier les capacités d'action ou de décision d'une personne dans ce contexte où elles vont se réduire. Et aussi parce qu'on peut faire assez vite le constat, vous avez tout à l'heure, Agnès a réévoqué des mesures de MMS, mais aussi des mesures de capacité. Ça se calcule aussi pour essayer d'envisager les besoins des personnes, mais on se rend compte qu'elles sont ces appréciations, ces modèles de mesure, c'est souvent essayer d'obtenir un résultat. Mais assez vite, lorsqu'on commence à réfléchir, on se rend compte que obtenir un résultat par rapport à ces perspectives, ce n'est pas suffisant parce que pouvoir faire quelque chose, ce n'est pas du tout un indicateur de liberté de choix, ni d'être sûr que la personne fait ceci, mais que c'est ce qu'elle a véritablement envie de faire, qu'elle lui accorde de la valeur. Et c'est bien ça ce que la capacité rajoute aux notions de capacité, c'est qu'en fait, c'est faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on estime que c'est important pour soi, parce que ça représente quelque chose.
Donc on voit aussi que l'idée, c'est pas simplement pouvoir obtenir ce à quoi nous attachons de la valeur et préserver ce qui était important pour la personne, même si elle perd effectivement de ses capacités, mais c'est aussi cette notion de pouvoir continuer à choisir, ce qui veut dire très clairement qu'il faut avoir le choix entre plusieurs options, il faut pouvoir négocier, il faut pouvoir éventuellement dire non, je préférerais autre chose. Et d'une certaine façon, je fais un tout petit écart, j'espère ne pas dépasser trop, par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, par rapport aux deux sœurs qui sont venues témoigner finalement de l'accompagnement de leur maman. Et à la fin, on leur a posé la question de la responsabilité, et l'une a répondu, l'autre a dit « est-ce que c'est vraiment important ?» Et d'une certaine façon, elle touche là une question véritablement forte, qu'en tout cas Amartya Sen, qui est le prix Nobel d'économie, qui a pensé cette notion de capacité, il dit « mais de toute façon, si on n'a pas d'option, si on n'a pas de liberté de choix, il ne peut pas y avoir de responsabilité. » Et à la limite, ce que nous racontaient ces deux sœurs, c'est qu'en fait, elles étaient arrivées à un moment où elles n'avaient plus de liberté de choix. Il fallait de toute façon prendre une solution pour leur maman, qui était une solution d'hébergement qui semblait s'imposer. Donc je pense que c'est aussi important. Disons qu'avec le mot responsabilité, liberté de choix, préserver ce qui importe, avoir des options, avoir des capacités de dire non, c'est ça finalement qui est inclus dans la notion de capacité. Je n'irai pas donc plus loin par rapport à ça. Donc on voit bien qu'on est bien au-delà et on est bien aux limites des capacités, parce que la capacité individuelle à décider ne suffit pas à garantir qu'il y a une liberté de choix, qu'il y a des options et qu'on est en situation de négocier, ce qui permet aussi de penser la notion de capacité. Bien sûr, elle est très heuristique pour les personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer et leurs accompagnants, mais elle est utile dans beaucoup d'autres situations. On a réévoqué tout à l'heure les enfants trisomiques, d'autres types de handicaps. Donc, si vous voulez, là, pour simplement mettre un peu en scène ce que font certains accompagnants et certains conjoints de malades, je vais leur donner la parole, dans lequel elles montrent aussi que finalement, je l'ai dit, les façons d'obtenir un résultat, dans cette notion de capacité, c'est aussi important que le résultat final obtenu. C'est bien ça l'approche par les capacités, mais que ça amène aussi à s'interroger quel est le résultat finalement qu'on estime important et à réinterroger finalement qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on veut. Donc je parle, là c'est Sandra qui parle de son mari Alzheimer, et dans ses tentatives qu'elle nous décrit longuement de dire il souhaite continuer à s'habiller tout seul, il estime que c'est à lui de le faire. Et elle dit je le laisse faire. C'est vrai, c'est pas toujours très cohérent. Alors s'il n'est pas assez chaudement vêtu, je le lui dis, parce qu'effectivement elle ne veut pas qu'il ait froid. Mais en fait, ça n'est arrivé qu'une ou deux fois. Autrement non, je le laisse faire. Il marie un peu tout et n'importe quoi comme couleur, mais c'est esthétique. Et finalement, qu'il marie tout et n'importe quoi, ce n'est pas vraiment important pour moi, c'est pas ça qui est important. Donc on voit bien. Et après, elle continue et elle nous explique, elle-même continue à travailler, elle laisse seule son mari à la maison, elle peut encore le faire. Et lui, effectivement, avait l'habitude de faire beaucoup son jardin et continue à aller travailler dans le jardin. Et elle, au début, avait essayé, elle tenait à son jardin et elle trouvait que le résultat n'est pas toujours tout à fait ce qu'elle attendait. Mais tout d'un coup, elle nous dit, mais finalement, je me dis, comme il est à la maison, et même si c'est pas bien fait, c'est pas grave, puisque c'est important qu'il continue à le faire puisqu'il aime faire. Et si c'est parfois compliqué, c'est bien qu'il fasse les choses, il faut qu'il fasse ces choses, et tant pis pour le résultat. Donc là, on voit très bien comment elle réanalyse. Oui. Ce que nous redit du coup le mari de Christelle, qui est elle-même malade et qui adorait faire la cuisine, il dit, la dernière fois qu'elle a voulu faire un repas, elle voulait à tout prix le faire, elle dit, je vais vous faire à manger. Elle a voulu nous faire des pâtes, mais elle a oublié de mettre l'eau. Vous imaginez la tête des pâtes, c'était tout noir. Et ce que fait le mari de Christelle, il l'a refait après, ce qu'il fait maintenant, quand elle veut faire la cuisine, c'est que sous un prétexte ou un autre, il rentre dans la cuisine, il exerce une vigilance de loin et éventuellement dit à la cantonade « Tu n'aurais pas oublié de mettre l'eau ?» Ce qui permet quand même de continuer. Donc on voit bien là que mari et femme, ses conjoints, en fait, partagent le même souci finalement de laisser à la personne malade finalement la liberté de pouvoir faire encore ce qu'ils aimaient auparavant, ce qui était important auparavant pour eux dans leur singularité, dans leur histoire ancienne,
Et ça s'appelle finalement accompagner en regardant en arrière pour rechercher ce qui est important pour chacune de personnes. Et finalement, ces capacités par faveur, on va permettre de réouvrir des espaces de liberté pour ces personnes, au prix effectivement de certains renoncements des conjoints, mais c'est ça aussi la liberté par faveur, et qui leur permet de dire ce qu'on fait, c'est pas une prise en charge, mais c'est une prise en compte de ce qui est important. Alors juste pour terminer, parce que j'avais prévu un diaporama qui vous aurait permis de lire, mais j'avais trouvé, disons, dans le journal d'Antigone d'Henri Beauchot, qui est paru à Actes Sud, et Henri Beauchot a accompagné très longtemps sa femme Azelmer au moment où il voulait écrire Antigone, qui est un très beau livre en tout cas, et puis il se rendait compte que c'était difficile parce qu'il était complètement perturbé par la maladie de sa femme et disons l'engagement, l'investissement lourd qu'il faisait, et donc pour essayer de passer ce cap, il a écrit un journal qui est en fait le journal de la maladie de sa mère, et je ne résistais pas, je voudrais vraiment juste vous le lire parce que je pense que ces textes sont très très beaux. Page 418, il nous dit « En fait, il ne s'agit plus de servir madame, mais de servir l'existence qu'elle aime encore puisqu'elle vit. » Et il continue « En la regardant, un sentiment très fort s'est emparé de moi. J'ai vu que c'est à travers sa maladie que je pourrais parler de ma passion pour elle. C'est à travers de ce que je vis maintenant, même si c'est très dur, de si lassant, que je dois raconter, que je dois écrire. Ne pas parler de sa maladie, c'est abandonner une part décisive de notre vie. » Effectivement, elle continue ainsi finalement à insuffler et à participer à son œuvre, et lui continue, même s'il sait qu'elle ne comprend plus, à lui raconter et à lui lire ce qu'il a réussi à écrire dans la journée, comme il dit, simplement pour guetter sur son visage finalement le contentement que lui procure finalement la seule musique des mots, puisqu'elle ne comprend plus le sens, et guetter finalement aussi l'apaisement que cela lui procure et leur permet de passer une soirée de meilleure qualité. Je vous remercie. Et ben voilà, on a compris ce que ça voulait dire dépasser les limites. Ça veut dire ne jamais renoncer à établir un dialogue. Donc, simplement, dans les situations de crise, c'est souvent là où le défi devient particulièrement complexe. Et le professeur Philippe Robert dit toujours, moi je m'intéresse beaucoup aux personnes qui sont atteintes d'apathie parce qu'elles ne dérangent pas, elles ne bougent pas, alors que celles qui s'agitent interpellent. Bon, mais la contrepartie, c'est qu'elles interpellent parfois tellement qu'elles peuvent donner la tentation d'aller au-delà des limites.